je suis Alex Piedjou, postdoctorant, disons ex-postdoctorant à l'Institut national de physique nucléaire en Italie, où j'ai travaillé notamment sur la modélisation et le design des qubits supraconducteurs pour des applications dans la physique des hautes énergies, notamment dans la détection de la matière noire sous la forme de la particule action. Parce qu'on se dit, si la matière noire, qui est sous forme de particule action, est en contact avec un champ magnétique très élevé, il va se désintégrer en photon, qui est une particule de lumière, et ça, on peut détecter le photon. Donc, il y a plusieurs techniques pour détecter le photon, mais dans notre groupe, dans notre labo, on a utilisé, je ne sais pas si on m'écoute. Oui, on vous entend. Très bien, merci. Et dans notre groupe, on a décidé d'utiliser le qubit supraconducteur. Donc, mon travail intervient au niveau du design, de la modélisation du qubit pour la détection de l'action, du photon, on va dire ça comme ça. Donc, ça a une application, disons, un peu plus quantum sensing dans la détection. Quand Amon parlait un peu quelques applications, désolé, Luther, il parlait un peu quelques applications, il a parlé de détecteurs et tout. Donc, c'est un peu dans ça que je travaille. Et souvent, et aussi dans quelques temps libres, disons pas quelques temps libres, je suis aussi volontaire à Wiser. Comme Luther l'a déjà mentionné, nous organisons c'est depuis 2022 que je travaille à Wiser. On organise des programmes pour vulgariser les sciences quantiques dans les zones où l'informatique quantique a du mal à y arriver. Notamment en Afrique, on sait qu'il y a des cours. À ce moment-là, à l'époque, ce n'était pas très répandu comme ça. Mais maintenant, il y a beaucoup de facilités en ligne là, pour s'insérer dans le domaine de la quantique. Donc, Wiser, qui au départ était Woomanium, maintenant nous sommes avec Wiser. Donc, l'idée, c'est de vulgariser, d'aller là où les autres ne peuvent pas y aller. Et les cours sont gratuits pour les étudiants. Et, enfin, c'est gratuit, je vais dire ça comme ça. Les cours sont gratuits. Il y a plusieurs, on varie sur les thématiques. On part sur le hardware, le software. Et puis, il y a des challenges, des hackathons, où des gens peuvent véritablement commencer à travailler à partir des programmes, à partir des projets d'entreprise. Un projet d'une entreprise que, bon, voilà ce qu'on veut faire. Ils mettent des étudiants ensemble et puis les gars bossent dessus, délivrent un résultat à la fin. Donc, c'est aussi une façon de commencer avec le quantique. Et aussi avec Africa Quantum Consortium, où généralement je participe aussi aux rencontres là-bas. Et il y a aussi Q Cameroun, je n'ai pas mis Quantum Cameroun, je suis camerounais, je suis du Cameroun. Donc il y a Quantum Cameroun qui est de Q-World, un cousin de Q-World. Luther a aussi mentionné Q-World. Ce sont des plateformes qui permettent de la vulgarisation des sciences quantiques. Et avec Quantum Cameroun, on organise aussi, enfin, sous le couvert de Q-World, des petits programmes comme les Q-Bronze pour avoir des certificats, pour s'intégrer dans le monde de la quantique. Donc, ce sont des choses qu'on peut regarder au fur et à mesure. Alors, par une partie, disons, certaines de cette présentation viennent du projet Qubit, le projet sur lequel j'ai bossé. Un instant, s'il vous plaît. Le projet sur lequel j'ai bossé, Qubit, pour dire juste quantum bit et tout. Donc, de l'INFN, où j'ai bossé, évidemment. Et certains slides aussi, je les ai pris chez mon collègue Vardan de Wiser. Certains doivent le connaître aussi. Vardan, lui qui est le responsable Quantum Solution Lab chez Wiser. Certains des slides, je les ai pris chez lui. Donc, c'est une de ses présentations qu'il a fait. Alors, le plan, on va y aller comme ça. On va faire une intro rapide sur l'informatique quantique. Certains, vous avez entendu ça depuis le matin. C'est quoi l'informatique quantique? Puisque la thématique initiale, c'est construire un ordinateur quantique. Je l'ai laissé en anglais pour qu'on s'habitue un peu avec le terme quantum computer, building a quantum computer. Donc, en français, ça va faire construire un ordinateur quantique. Donc, le plan, on va faire une petite introduction pour construire un ordinateur si on ne sait pas à quoi ça va nous servir. Si on ne sait pas ce que c'est, pourquoi est-ce que l'ordinateur est arrivé. Donc, je vais introduire rapidement c'est quoi l'informatique quantique. Et après, on va arriver sur qu'est-ce qu'un ordinateur quantique en fait et comment ça fonctionne l'ordinateur quantique. Et on va voir les différentes architectures, les différentes méthodes de fabrication de l'ordinateur quantique. Luther l'a aussi mentionné dans sa présentation, j'ai un peu insisté. Et quels sont les challenges actuels pour qu'un ordinateur quantique
qui font en sorte qu'on n'a pas encore ça sur notre table à la maison. Bon, c'est pas... Donc, ce sera beaucoup plus informatique que technique. On ne va pas entrer dans l'aspect technique et tout. On va entrer un peu dans l'aspect informatif. Donc, donner quelques informations, donner quelques idées et voir un peu comment ça peut susciter quelque chose en quelqu'un. Et puis, on va conclure, bien évidemment. Et prendre des questions s'il y en a aussi des questions. Alors, prenons l'exemple d'un dîner. On va introduire un peu l'informatique quantique. Si on prend l'exemple d'un dîner ou alors d'une réunion entre amis, ça c'est un excellent exemple. Donc là, lorsqu'on commence comme ça, c'est un exemple qui illustre comment certains problèmes, vous voyez, peuvent prendre des proportions exponentielles. Même s'il n'y a que 10 personnes, vous avez 10 chaises, il y a 10 chaises autour de cette table. La manière dont vous choisissez de disposer les personnes peut s'avérer extrêmement difficile. Maintenant, la question est la suivante. De combien de façons différentes pouvez-vous disposer ces 10 personnes? Vous pouvez laisser même ça dans le chat. Hein. On voit un peu. De combien de façons différentes vous pouvez disposer les 10 personnes sur ces 10 chaises que nous avons ici là? Donc, pour ne pas perdre le temps. Une idée. Pour ne pas perdre le temps, on va aller rapidement. Donc, si par hasard, on a bien fait le cours sur les probabilités et étudié au chapitre sur les probabilités et tout, on va savoir, vous savez déjà que la réponse c'est factoriel 10. Donc, factoriel 10, c'est la réponse à cette question qui équivaut à près de 3 millions de façons différentes de disposer les 10 personnes. Tu sais, on a près de 3 millions de façons différentes, excusez, avec les virgules qui sont un peu mal disposées. Donc, on a ces 3 millions de personnes. Et chaque fois que on va ajouter une personne au dîner, le problème devient de plus en plus complexe. Donc, ça va prendre une ampleur exponentielle. Ce qui était à l'origine un problème, une tâche très simple. Vous avez 10 chaises, vous mettez 10 personnes. Mais si un invité arrive, un invité de plus arrive, on commence à réfléchir, on dit que mais celui-ci va même s'asseoir. On commence à dire, mais celui-ci va s'asseoir. Plus que les gens arrivent, plus ça prend des proportions, ça commence à être difficile à gérer. On a certainement, vous avez organisé des cérémonies, vous avez eu ces situations-là. Donc, et retenez bien cette première phase, ce premier constat. Certains problèmes sont plus grands, je dirais plus grands parce que plus tard, j'aurais dû changer le thème, sont plus complexes que vous ne le pensez. Donc, ce qui est au départ un problème simple, au fur et à mesure qu'on évolue, ça devient très complexe. Donc, au départ, dans vos tests, c'était ça, c'est simple, quoi. J'ai 10 chaises, 10 invités, puis savoir, c'est tranquille. Je mets tout le monde a une place. Mais que se passe-t-il s'il y a des imprévus, des gens qui s'arrivent et tout. Alors, raison pour laquelle certains ordinateurs auront du mal à effectuer ces tâches-là. Plus le problème devient complexe, plus les tâches deviennent difficiles. Et vous allez peut-être vous dire, est-ce que les ordinateurs, les supercalculateurs qu'on a actuellement ne sont pas capables de résoudre ce genre de problème, même si le nombre est difficile? La réponse est que oui, effectivement, ils peuvent le faire, mais sauf qu'à un moment aussi, ils peuvent être limités. On a le cas de Submit, ça c'est le supercalculateur de IBM, et peut-être quelques chiffres avant d'évoluer. Cet ordinateur de IBM, il a 9000 processeurs fabriqués de chez IBM, bien évidemment, et il a 27 000 processeurs graphiques de chez NVIDIA. Donc, vous voyez un peu la capacité, et il est utilisé pour simuler des virus, des catastrophes naturelles, prévoir des conditions météorologiques et aider les scientifiques à travers le monde à évoluer dans leurs recherches, et bien évidemment. Et aussi une autre idée, une autre information importante avec SoftMate, c'est qu'il a 250 000 pétaoctets, 250 pétaoctets de stockage. Ça équivaut à environ 250 millions de gigabytes comme stockage. Ça, c'est sa capacité de stockage. 250 millions de gigabytes qui équivaut, si on veut encore aller un peu plus, prendre un iPhone, c'est déjà 2 millions d'iPhone environ. Donc, vous imaginez un peu, on connecte 2 millions d'iPhone entre eux, le 250 Go et tout, et lui, le gars te fait près de 250 millions de capacité. Cependant, une telle capacité de stockage n'est toujours pas suffisante pour contenir toutes les données et informations nécessaires à la simulation parfaite.
Tout à l'heure, Luther parlait de la simulation. Il y a des molécules qu'on ne parvient pas encore à simuler, même avec le supercalculateur. Il a pris le cas du graphène. Moi, je vous amène dans un autre cas que nous connaissons tous très bien, le café, la molécule de caféine. Ça, c'est aussi un autre problème qui est très complexe. Même le superordinateur de SOC 1000 que je viens de vous présenter là, qui te fait 250 millions de gigabytes de stockage, qui a 9000 processeurs, le CPU, et il a 27 000 GPU. Tu comprends que là, ça devient, on comprend, l'un des supercalculateurs qui est le plus performant, il ne parvient pas à simuler ça. Mais la question, voilà un exemple de caféine qu'on a actuellement. Et parce que ceux qui ont fait chimie savent qu'on ne dispose pas les électrons, les atomes au hasard. On ne met pas ça au hasard. Il vient ici, là, il met l'oxygène ici, après il te met deux liaisons là-bas. Il te met le CH3 ici, il te met l'azote là, et puis il vient encore, il te met une liaison. Ce n'est pas au hasard que tu dois faire ça. Donc, jusqu'à présent, on ne parvient pas à simuler ça de façon, on ne parvient pas à avoir une simulation correcte de cette molécule, si parfaite de cette molécule, de comment est-ce que les électrons sont liés entre eux. On ne parvient pas. Donc, et pour quelques chiffres, comme c'est même déjà écrit là, il faut environ 10 puissance 48 bits de mémoire pour simuler, ça c'est d'après ce que les scientifiques ont découvert, 10 puissance 48 bits de mémoire pour simuler complètement la molécule de caféine. Or, le SOC 1000 qui est l'un des ordinateurs, disons que le SOC 1000 là, ça date de 2022 à 2022-2023. Donc, je ne vais pas update ça, je ne vais pas regarder s'il y a eu des updates. Mais, disons, à ce moment-là, 10 puissance, lui, il a une capacité de 10 puissance 16. Vous voyez qu'il y a carrément un gap là-bas. Lui ne peut pas finir la simulation. Il peut commencer, mais pas finir la simulation parce que la caféine nécessite 10 puissance 48 bits de mémoire. Et SOC 1000, lui, se limite à 10 puissance 16 bits de mémoire. Donc, il y a une limitation. Et SOC 1000 était parti pour être l'un des supercalculateurs qui existent actuellement. Donc, si on voit que le supercalculateur d'IBM ne parvient pas à simuler la caféine, il y a un autre problème. Donc, ça, c'est un problème. Mais grâce à Dieu, on va dire ça comme ça, la caféine existe. La nature a trouvé un moyen de nous donner le café. Donc, ces électrons se sont disposés. L'idée, c'est de reproduire cette simulation-ci, cette architecture à partir des ordinateurs, des simulations. Mais la nature a fait des dispositions, c'est-à-dire se sont disposés tout naturellement à organiser ces électrons de façon naturelle. Donc, il y a des choses que souvent on n'apparaît pas expliquer. On peut dire seulement, OK, grâce à Dieu, il y a la caféine. Donc, voilà. Et deuxième constat, certains problèmes sont trop petits pour être clairement visibles. Premier constat, c'était certains problèmes sont trop grands que vous ne pouvez l'imaginer, que vous pouvez penser. Donc, un problème, au départ, vous voyez ça, c'est aussi simple que ça, alors que ça peut prendre une proportion exponentielle. Deuxième constat, certains problèmes sont trop petits pour être clairement visibles, pour être genre, on va négliger, c'est négligeable. C'est exactement cette dualité grand et petit. C'est exactement là où vit la quantique, vit tout la quantique. Lorsque nous parlons de mécanique quantique, juste pour donner cette définition-là de façon rapide, nous décrivons en réalité les lois de la nature à une très petite échelle. Donc, ce sont les lois de la nature qu'on prend à une très petite échelle. Des choses comme les atomes et les électrons qui ont des dimensions vraiment très faibles, très petites dimensions. Donc, les très petites choses se comportent différemment de ce que les humains ont l'habitude de voir ou bien alors de voir tous les jours, effectivement. Donc, c'est souvent très difficile à décrire. Lorsque quelque chose arrive comme ça, on a souvent du mal à décrire ça. Nous, avec la compréhension humaine, on a du mal à décrire ce qui se passe. Et c'est bizarre, ça peut traîner. Mais la nature est bien évidemment capable de calculer ces décisions instantanément. Nous avons donc essayé d'exploiter les lois de la nature et les utiliser à notre avantage. Donc, pour finir, la mécanique quantique, en fait, nous permet d'aborder des grands problèmes de manière unique et nouvelle, petits et grands à la fois. C'est là qu'intervient le potentiel des ordinateurs quantiques. C'est là donc, tout ce que j'ai dit au départ, c'était pour introduire pourquoi est-ce que l'ordinateur quantique serait important. Donc, les scientifiques pensent que nous ne sommes qu'à quelques années. On pense qu'on ne sommes qu'à quelques années d'un ordinateur quantique capable de modéliser parfaitement non seulement la caféine, mais aussi des dizaines d'autres molécules à étudier. Il y en a beaucoup de molécules qui sont en train d'être étudiées
actuellement. Ceci va passer par le développement de nouveaux algorithmes, de nouvelles approches de résolution des problèmes. Quand l'informatique quantique va arriver, bien sûr, voir ce que ça va nous offrir. Et de nouvelles avancées technologiques dont nous serons à l'avant-garde. D'aucuns vont dire que l'informatique quantique, l'ordinateur quantique ou alors les applications sont lointaines, c'est pour le futur. Mais moi, je dirais c'est un truc de récent. Il y a des applications qui se font déjà. Je t'ai cité certains là-bas qui s'exploitent déjà, on exploite déjà certaines de ces appareils-là. D'aucuns pensent qu'il faudrait un ordinateur un peu comme celui que nous utilisons actuellement pour la présentation, que ce soit posé à la maison, c'est un ordinateur quantique, ça va nous servir à rien à la maison. Donc, il y a des applications où c'est déjà en train d'aller très vite de ce côté-là. OK. Maintenant, c'est quoi donc un ordinateur quantique? Ayant posé cette définition, on a vu que, bon, il y a le grand et le petit. Il y a ce qui est grand, ça peut sembler, ce qui est simple peut sembler grand. Et il y a ce qui semble petit qui peut être négligeable. C'est là où la quantique, lui, il ne néglige aucun aspect. Et l'ordinateur quantique, lui, va donc venir en renfort. On a vu qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus de façon aussi simplement que ça, parce qu'ils sont limités, ils ont des limitations et ils ont des limites au niveau de capacité de stockage. Ou alors, et on va un peu comprendre ça plus tard. C'est donc quoi un ordinateur quantique? À la différence de classique, l'ordinateur quantique, lui, il utilise les lois de la mécanique classique. L'ordinateur quantique, en anglais, j'ai mentionné ça au départ, quantum computer, utilise les propriétés quantiques. L'ordinateur classique, lui, il se focalise sur la mécanique classique. L'ordinateur quantique, lui, va utiliser les propriétés quantiques de la matière, telles que la superposition, l'intrication, afin d'effectuer des opérations sur les données. J'ai mis ça en rouge parce qu'on va revenir sur ça un peu plus tard. Donc, on va revenir sur ça plus tard. Et pour son bon fonctionnement, l'ordinateur quantique, lui, va utiliser le qubit. Et de la même manière que nous avons les bits en informatique classique, on parle des bits en informatique classique, et dans l'analogie quantique, on va plutôt parler des bits quantiques, ou en anglais, quantum bit of data, c'est-à-dire des bits quantiques de données. Et ces qubits ont des propriétés spéciales qui permettent au bon fonctionnement qui participent au bon fonctionnement de l'ordinateur quantique. L'une des propriétés, on va attaquer ça directement, c'est la superposition. Imaginons, on a 3 pièces de monnaie déposées sur une table. Lorsqu'elles sont posées sur une table, chacune de ces pièces a un seul état possible. On peut trouver chacune de ces pièces dans un seul état possible. Soit c'est pile, soit c'est face. Ça, c'est les deux états possibles, un seul état qu'on peut trouver de ces deux-là. Cela signifie que lorsqu'on va regarder les 3 pièces, elles ne peuvent être que dans un seul ordre unique à un moment donné. C'est ainsi que fonctionnent la plupart des ordinateurs dans le monde. Donc, si j'ai n pièces de monnaie, j'ai n états possibles. L'état possible, c'est qu'est-ce que je vois? C'est soit c'est pile, soit c'est face. Ce n'est pas, on va voir ça un peu plus tard. Donc, il n'y a pas d'autre état. L'état, c'est que je vois pile. L'autre est face. Donc, voilà, lui, il est dans un seul état. Il ne peut pas être dans plusieurs. On va voir ça. Je n'ai pas envie de gâcher les choses. Donc, pour 8 pièces de monnaie, j'aurai bien évidemment 8 états possibles. Maintenant, regardons dans l'analogie dans le monde quantique. Nous pouvons jouer à pile ou face dans l'analogie dans le monde quantique. Si au contraire, au lieu de déposer la pièce comme elle est là, je fais tourner les pièces. Donc, je fais un spin, une rotation de la pièce autour d'elle sur son axe vertical, par exemple. Pendant qu'elle tourne là, il y a la possibilité d'avoir pile et face. Il y a 50% d'avoir la pièce sur l'état face et 50% d'avoir la pièce sur l'état pile. Oups, j'ai mis ça 2 fois. Pile et face. L'autre, c'est 50% soit face et 50% pour pile. Donc, ici, là, j'ai une superposition. C'est ça que nous appelons superposition. Donc, je n'ai pas encore la solution. Je ne sais pas encore dans quel état ma pièce va se trouver. Ce que je sais, c'est que ma pièce a la possibilité de se trouver soit dans pile, soit dans face. C'est un peu comme cette question-ci là qu'on dit souvent. Quand un jeune homme arrive, un homme arrive, il sent qu'il veut se marier, il va aller voir une fille, il va lui demander en mariage. Il pose la question, veux-tu m'épouser? Il y a 2 réponses. Dans le monde classique, il y a 2 réponses possibles. Soit elle va dire oui, soit elle va dire non. Ça, c'est le monde classique. Donc, lui s'attend à une réponse. Soit c'est le oui, soit c'est le non. Maintenant, quand on vient en quantique,
il n'y a plus seulement les deux possibilités de réponse là. Ça s'élargit un peu. Soit elle va dire oui, soit elle va dire non, soit elle va même dire les deux, oui, non. Finalement, lui-même sera aussi perdu. Il a dit que la quantique, ça va l'égarer dans le monde quantique, on sera perdu et tout et tout. Donc, dans ce cas-ci là, le fait d'avoir la superposition, ça nous permet de travailler avec beaucoup plus d'états à la fois. Et cela fournit une accélération exponentielle. Si dans le monde classique, je peux travailler qu'avec un seul état possible, dans le monde quantique, je peux travailler plusieurs états à la fois. Plusieurs états à la fois, ça accélère le calcul. Au lieu de remplir, quand on prend les bits de données, 8 bits, quand on prend souvent les 8 bits monde classique, tant que la première case, là où on met les 0, 1, 0, 1, tant que la première case n'est pas pleine, il n'est pas par la deuxième case. Il remplit d'abord la première case avant de partir à la deuxième case. Dans le monde quantique, il te remplit les possibilités là, à la fois. Au même moment, il est en train de te remplir ces possibilités. C'est aussi le même cas. On peut prendre ce même exemple aussi lorsque tu veux chercher un trousseau de clés sur 2 millions. Sur 2 millions, tu as dit que tu as une serrure, tu as par exemple une serrure et qui a sa clé personnelle à elle. Et puis tu égares ça tu laisses tomber dans 2 millions de clés que tu as. Tu veux chercher la clé qui va correspondre à la serrure de ta porte. Dans le monde classique, tu vas prendre une clé après l'autre. Je prends la première clé, je teste. Est-ce que ça ouvre la porte? Ça n'ouvre pas la porte, je mets de côté. Tu vas faire ça 2 millions de fois. Alors que dans le monde quantique, lui te teste les 2 millions de clés à la même seconde. Il n'attend pas que ça parte. Les 2 millions de clés se testent au même moment et puis la clé qui va donner, c'est celle-là que tu vas fonctionner avec. Donc, pour n pièces, on a 2n états. Ça, c'est une propriété qu'il faut connaître. C'est pareil avec notre problème de dîner de tout à l'heure. Plus je vais augmenter l'invité, plus ça prend une ampleur exponentielle. Et puis, l'ordinateur quantique, lui, va nous aider à résoudre le problème aussi facilement. Une autre propriété du qubit, parce qu'on a besoin de connaître les propriétés du qubit, la superposition et l'intrication. Ce sont ces deux propriétés du qubit qui permettent d'avoir un ordinateur quantique performant. Donc, l'intrication ici, ou encore en anglais, entanglement, intrication quantique ou alors entanglement. Donc, c'est une autre propriété de la physique qui est vraiment de la physique quantique. On peut lier, lui, il te dit qu'on peut lier deux objets quantiques a priori indépendants. Donc, on prend deux objets qui sont indépendants. C'est-à-dire que chacun n'a rien à voir avec l'autre. J'ai ici là un objet A, j'ai un objet B et tout ça. Et on les force à partir des opérations à être dans des états opposés au moment de l'une des mesures. C'est un peu le cas de cette figure-ci que vous voyez. Mais je vais une autre façon d'expliquer ça pour ne pas nous perdre le temps. Si on imagine deux ampoules, chacune des deux dans deux maisons différentes, les deux ampoules sont chacune dans deux maisons différentes. Donc, j'ai une ampoule dans la maison A et dans la maison B, je place une autre ampoule. Les deux ampoules sont a priori indépendantes. Elles n'ont aucun lien de dépendance. En les intriquant, ça veut dire que j'applique des opérations sur la mesure, sur ça, puisqu'on a dit on les force à devenir liés. Donc, en les intriquant, il deviendrait possible de connaître l'état d'une ampoule. Soit elle est allumée, soit elle est éteinte, en observant simplement la seconde. Ça veut dire que si j'arrive dans la maison A, je trouve que l'ampoule, oh, c'est malvenu, la deuxième ampoule ne devait pas être là. Il y avait une question qui devait venir, mais bon, c'est pas grave. J'arrive dans la maison A. Si je trouve que la maison A, son ampoule est allumée, je n'ai même pas besoin d'aller dans la maison B pour regarder son ampoule. Je sais directement que de l'autre côté là-bas, l'ampoule sera éteinte. Peut-être pour fixer encore bien cet exemple d'intrication. Imaginons vous avez parents, vous partez, vous avez votre frère, votre soeur, vous partez, et le matin, il y a deux repas, vous êtes deux à la maison, vous devez aller, par exemple, accompagner l'enfant, disons vous avez deux enfants, et le premier enfant, vous avez deux repas. D'un autre côté, vous avez, par exemple, fait du gâteau, c'est pas moi, vous avez mis du gâteau, et puis du sandwich, quelque chose comme ça. Et dans l'autre bol, vous avez fait des beignets avec du haricot, je ne sais pas, quelque chose comme ça, aller dans deux bols différents. Tu donnes ça à Alice et tu donnes l'autre à Bob. Bob n'ouvre pas son assiette, ni Alice ni Bob n'ouvrent son assiette. Mais quand ils arrivent à l'école, ou bien là où ils sont en train de partir,
Quand Bob ouvre son assiette, lui se rend compte que lui, il a les beignets. Automatiquement, Bob sait que, bon, Alice, elle aura les sandwichs. Donc, si Alice qui ouvre, elle voit qu'elle a les sandwichs, elle va savoir. Elle n'a pas besoin d'aller regarder son frère que toi, tu as eu quoi? Toi aussi, eu les sandwichs. Non, elle n'aura pas besoin d'aller là-bas. Elle va savoir directement que Bob, lui, il a eu des beignets dans son truc. OK. Pour un peu euh, récapituler tout ce qu'on a dit depuis le début, les ordinateurs quantiques utilisent des bits de données spéciaux appelés qubits. Donc ça, c'est une première information qu'il faut savoir. L'ordinateur quantique, lui, il utilise des bits de données spéciaux qu'on appelle qubits, qui suivent des lois de la mécanique quantique. Et ces lois sont utilisées à notre avantage, nous permettant de mettre des qubits soit en superposition ou de créer des intrications. Et à l'aide de cette technique de superposition et intrication, les ordinateurs quantiques exploitent la nature pour calculer des problèmes trop importants pour être résolus par les ordinateurs. C'est alors là où nous introduisons, c'est donc là où nous introduisons les types de qubits, la fabrication de l'ordinateur quantique. Parce que on a déjà superposition intrication, on a superposition intrication. Ils exploitent ces problèmes-là pour résoudre les problèmes, être résolus par des ordinateurs. Mais l'ordinateur ne va pas résoudre comme ça. Pour que l'ordinateur résolve, il faut bien qu'il y ait l'élément qui commence à fabriquer, qui commence toutes les opérations, le qubit. Quel est le type de qubit qu'il faut? Ben, la présentation, c'est construire un qubit, construire un ordinateur quantique. Pour construire un ordinateur quantique, en fait, on se focalise plus sur le qubit. Quelle est l'architecture à utiliser? Il y a donc plusieurs architectures. Je vais juste sélectionner juste quelques-unes là. Il y a plusieurs architectures actuellement. Il y a plusieurs plateformes qui te permettent de fabriquer le qubit. Dépendant de l'application, dépendant des ressources que tu as à ta possession, tu peux décider d'aller sur une autre architecture ou bien sur l'autre architecture. On a par exemple le superconducteur, on va revenir sur ça un peu plus tard. On a les qubits à base de superconducteurs. Lui, il a une température de 10 millikelvin. Donc, pour sa température de fonctionnement, pour qu'il fonctionne normalement, il faudrait que tu le refroidisses. On appelle ça refroidir. Puisque quand il est à température normale, là, les électrons à l'intérieur bougent beaucoup. Maintenant, tu dois le refroidir jusqu'à moins 273 degrés Celsius. Vous imaginez un peu, ce lutteur qui est au Canada, là, il sait que moins 273 degrés Celsius, c'est quelque chose, je ne sais pas, c'est déjà moins 50 degrés qu'ils ont là au Canada, c'est un autre monde. Imagine alors, tu as moins 273 degrés Celsius. Là, tu as dit que tu seras congelé, tu vas devenir, c'est la glace carrément, carrément. Et son temps de cohérence. Le temps de cohérence, on va peut-être revenir sur ça aussi. C'est ce temps qui permet d'effectuer le calcul. Plus le temps de cohérence est long, plus l'opération sera fiable. Or, le superconducteur, le cube superconducteur, lui, il a un temps de cohérence qui va de 100 à 300 microsecondes. Et il nécessite une cryogénie. Cryogénie, ça veut dire le processus de refroidissement. Donc, on va expliquer ça plus tard. On va expliquer ça. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de refroidir? Parce que lorsqu'on parle de cryogénie, ceci, c'est refroidir le matériau, refroidir le qubit. On refroidit pour, disons, il y a plusieurs raisons, mais certaines raisons, je vais peut-être, disons, je vais prendre deux raisons. On réduit le bruit thermique. Le bruit thermique, ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il est à température normale, certains métaux, certains matériaux, il y a un qui a parlé là, il fait science des matériaux, il connaît ça. Certains matériaux sont, quand on dit le bruit, là, ce n'est pas vraiment que le bruit des véhicules et tout ça. Donc, le fait que la chaleur, c'est un bruit, il y a d'autres trucs de l'environnement, surtout les chaleurs et tout ça, qui font, c'est ça qu'on appelle en électronique le bruit en quelque sorte. Donc, à cette température normale, ça chauffe, donc c'est chaud, quoi. C'est en ébullition, ça bouge dans tous les sens, les électrons, quoi, ça bouge dans tous les sens, ça va à gauche, ça va à droite, ça bouge dans tous les sens. L'idée, c'est de stabiliser ces électrons pour qu'ils ne bougent plus, se mettent plus à bouger n'importe comment. Quand ils bougent n'importe comment, là, on ne peut pas extraire l'information dont on a besoin. Donc, à température ambiante, les atomes et les électrons, c'est ça qu'on appelle l'agitation thermique. Et cette agitation crée du bruit qui perturbe les états quantiques. Je veux expliquer quantique. Donc, en refroidissant des températures extrêmement basses, un peu comme ceci-là, proche du zéro absolu, parce que lorsqu'on a 10 millikelvin, ça c'est 10 puissance moins 3 Kelvin.
Donc, carrément, nous sommes presque dans le zéro absolu. Et lorsqu'on refroidit, on stabilise les électrons et le fait de stabiliser, ça permet de réduire les erreurs dans le calcul. Une autre raison aussi, ça permet de maintenir la cohérence quantique. Je parlais tout à l'heure de cohérence ici, là. Donc, les qubits doivent rester dans un état superposé ou intriqué. Comme on expliqué tout à l'heure, plus la superposition va être longue, plus le temps de cohérence va être long. Ça, c'est le temps auquel tu pourras faire tes opérations. Soit tu as la superposition, soit tu as l'intrication. Donc, si tu peux stabiliser ton qubit assez longtemps en superposition, ça va te permettre de faire un calcul aussi intéressant et tout et tout. Donc, la chaleur provoque des décohérences rapides. Lorsqu'il y a la chaleur, lorsqu'il y a tous ces affaires que j'ai citées tout à l'heure là, ça fait une décohérence rapide qui détruit en fait l'information quantique. Donc, on a aussi un autre exemple, les ions piégés. En anglais, généralement en anglais, c'est trap ions. Donc, ce qu'on va rencontrer généralement dans la littérature, c'est trap ions. Lui, il peut fonctionner à température ambiante, mais il a besoin d'un refroidissement à 4 Kelvin. Généralement, pas de refroidissement pour le laser. C'est que tu envoies un faisceau lumineux de laser qui a une température, qui a une fréquence inférieure à celle de l'ion qui est posé sur le chip, sur la puce. Et lorsque l'ion va absorber le photon de lumière qui est transmis, donc, ça va créer une sorte de différence de température et tout et tout. Ce qui va permettre, tu vas voir, je n'ai pas prévu une photo pour ça, sinon j'allais vous montrer une table là, une table de ions piégés où on envoie plusieurs faisceaux lumineux et tout et tout. Tout ça, c'est contribue à refroidir l'ion à ce niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a un temps de cohérence de 0,2 jusqu'à 600 secondes. Et le record il y a un record de plus de 10 minutes qui a été testé, qui est découvert récemment. On a aussi une autre technologie à partir de photons, à partir de photons, c'est-à-dire des particules de lumière, à partir du photon. Donc, quantum photonics, c'est un peu comme ça. Lui, il fonctionne à température ambiante. Il a un temps de cohérence qui est très long et il n'a pas besoin de cryogénie, de refroidissement et tout et tout. On a les neutral atomes, les atomes neutres, qui aussi fonctionnent à température ambiante, qui ont un temps de cohérence qui va jusqu'à 40 secondes. Et ça dépend de l'opération que tu veux mener. Tu peux faire une cryogénie ou tu ne peux pas faire la cryogénie. Ça dépend effectivement de ce que tu veux faire. Et on a aussi ceci qui est aussi intéressant, le silicium spin qubit, le spin qubit. Ça aussi, c'est une autre technique. Généralement, pas généralement, récemment, on est en train d'exploiter cette technologie-ci aussi, les spin qubits, qui vont de 0,1 à 1 Kelvin et la température de fonctionnement. Et puis, il a un temps de cohérence aussi de 100 microsecondes jusqu'à 2 millisecondes. Donc, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut dire ici, c'est que l'architecture d'un ordinateur quantique, en fait, ça joue un rôle crucial dans la détermination de ses performances. Il y a un rôle crucial de son évolutivité, de sa fiabilité. Parce que la fiabilité aussi, c'est au niveau du temps de cohérence, on a le gate fidelity. Bon, je n'ai pas insisté sur les avantages et tout et tout. Ça, c'est des informations qui sont le plus souvent intéressantes et coûteuses aussi. Pour mettre ça en œuvre, ça demande aussi beaucoup de ressources financières et tout et tout. Donc, une architecture bien conçue peut permettre l'exécution efficace d'algorithmes quantiques. C'est à partir d'ici que maintenant ceux qui font les simulations peuvent tester leurs choses et tout, ce qu'ils sont en train de vouloir tester. Et ça peut aussi permettre, tandis qu'une architecture mal conçue peut entraîner des erreurs. Donc, si tu conçois mal l'architecture, tout à l'heure, Luther mentionnait là où il fait son stage, où ils sont en train de vouloir minimiser les erreurs, puisque un qubit, eux, ils sont en train d'aller dans la logique de, je crois connaître un peu le nord quantique, eux, ils sont en train d'aller dans la mesure de un qubit physique égale un qubit logique. Ça veut dire qu'ils sont en train, ils veulent réduire carrément l'erreur totale. Ça, c'est un truc qu'on attend ça. On attend ça. Il y a des concurrents à l'ECVOP qui sont en train de proposer autre chose. Dans le qubit physique, il y a le qubit physique, le qubit logique. Donc, le qubit logique, ça qui permet de faire l'opération. Qubit physique, ça qui permet de faire en sorte que tu aies le qubit logique. Donc, plus tu as le qubit physique, plus tu auras des erreurs. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est on prend plus de qubits physiques. Parmi ces qubits physiques-ci, on utilise certains pour réduire les erreurs de l'autre. Comme ça, le prochain qui vient, il est parfait. Ça, si on prend 10 qubits physiques, on peut avoir un qubit logique, par exemple. Du coup, tu vois qu'on a pris certains qubits
on a utilisé les défauts de l'autre pour améliorer, on a joué sur les défauts des uns et des autres pour améliorer un seul qubit. C'est avec ce qubit-là qu'on a fait toutes les opérations. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et aussi, on doit prendre en compte l'architecture d'un qubit, d'un ordinateur quantique. On doit prendre en compte le type de qubit utilisé. On a les pertes quantiques mises en œuvre et le système de contrôle utilisé. Donc, il y a le système de contrôle utilisé, il y a ce que tu veux faire avec et tout. Bon, voici par exemple à quoi, si on prend un exemple de qubit supraconducteur, ça a été déjà, vous avez vu ça tout à l'heure dans la présentation de Luther. On a le chandelier, on appelle ça généralement le chandelier, ou encore on peut appeler ça en anglais dilution refrigerator. Donc, c'est vrai qu'il y a un autre système là. Dans les ordinateurs quantiques de IBM, ça ressemble à ce grand lustre-ci là. Il est rempli de câbles et pour l'envoi de données et la maintenance de l'environnement. Et tout en bas, ici dans ce bocal, ça c'est un bocal, hein. Tout en bas dans ce bocal, on a la puce de traitement quantique. C'est là que la magie s'opère. Donc, tout se passe là-bas. C'est ici, sur cette puce en bas là, que tout s'opère. Ça, c'est toujours le cas de IBM. Donc, voici, on a ce cas de IBM ici, là. Puisque il y a un truc qui est intéressant qu'il faut noter aussi, les qubits sont très fragiles et n'aiment pas être, j'ai commencé à mentionner ça plus haut, et n'aiment pas être ennuyés par des choses comme la lumière, comme l'air et la lumière. Les scientifiques ont dû construire un conteneur qui va éloigner les qubits de tous ces facteurs de trouble, ces facteurs-là, l'air, la lumière, avec c'est-à-dire que la communication avec le monde extérieur, c'est-à-dire de façon simple. Au lieu de laisser ça comme ça, là, ils ont fait des conteneurs de ce style-ci, là. Et les câbles que nous voyons là, ces câbles sont des câbles coaxiaux. Quand je dis câble coaxial, ça veut dire j'ai d'abord la couche. Quand vous voyez un câble, par exemple, il y a le revêtement qui est noir là, qui est souvent en plastique. Il y a souvent qui est noir. À l'intérieur de ce revêtement, il y a maintenant une autre couche blanche, un autre couche, une autre truc blanc à l'intérieur de ce revêtement. Et dans ce revêtement-là, on a maintenant un mince fer qui est au milieu là. C'est souvent ça qu'on appelle câble coaxial. Donc, ces câbles coaxiaux, en fait, ils permettent de conduire à des fréquences très basses, dans les micro-ondes qui envoient et reçoivent les informations sur le qubit. Donc, c'est par ces câbles que le qubit fonctionne avec le système de contrôle. C'est vrai que ce n'est pas bien visible ici. Le système de contrôle, toute l'électronique de contrôle et de lecture. Parce que lorsque tu dois contrôler le qubit pour le maintenir en superposition ou bien en indication, et tu dois lire son état à la fin. Donc, tout ça, c'est le contrôle de lecture et de superposition. Pour faire ça, on envoie des faisceaux, des impulsions à micro-ondes. Ouais. Donc, nous sommes dans les fréquences vraiment très basses, dans l'ordre de 4 gigas, moins de 10 gigas, 10 gigas en descendant et tout et tout. Donc, ça devient intéressant. Donc, les cylindres blancs, ici, là, en fait, sont d'autres dispositifs. Donc, ça, c'est lorsqu'il est ouvert, il est en train de, lorsqu'il va finir de mettre tout ce qu'il est en train de mettre là, il doit mettre ces cylindres blancs qui vont protéger, en fait, le processeur quantique de tout rayonnement externe. Alors, ça, c'est le cas de D-Wave. D-Wave aussi, c'est un fabricant d'ordinateurs quantiques. Ils ont leur technologie à eux. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, ils utilisent aussi le chandelier. Et voilà leur puce quantique qui est tout en bas ici. Et puis, voilà à quoi ça ressemble dans le zoom et tout ça. Donc, ça, c'est à quoi l'ordinateur D-Wave ressemble. Et ils ont déjà des applications, des opérations qui s'effectuent avec eux, leurs ordinateurs. Ils ont une application, par exemple, c'est la réduction du trafic routier. Ils sont en train de travailler avec Volkswagen pour réduire le trafic routier. C'est-à-dire qu'ils vont jouer sur l'optimisation. Ça, c'est une application, l'optimisation c'est-à-dire sur les feux de signalisation. Ils vont optimiser le temps que le feu de signalisation va mettre pour réduire le trafic sur une route. Et ce qu'ils entrevoient aussi, c'est de rediriger le conducteur. Ça veut dire que si à 17 heures, on a une prédiction, je suppose que beaucoup ici savent un peu les machine learning et tout ça, ça c'est votre domaine. On prédit qu'à 17 heures, le trafic est élevé sur la route. D-Wave et Volkswagen sont en train, dans leur nouveau véhicule, leur système de routage et tout ça, leur map à eux, ça va pouvoir informer le conducteur que, attention, ça va signaler sur son Google, sur sa map,
que ici, là, sur cette voie que tu veux prendre là, il y a déjà beaucoup le trafic est dense là-bas. C'est à toi de prendre, il va te poser des alternatives en fonction de où tu veux aller. Donc, il te pose des alternatives. Donc, il va optimiser le trafic comme ça en réduisant la circulation sur une voie et en envoyant là où c'est moins dense. Il envoie ça là-bas. OK. Maintenant, sur le cas d'un cube superconducteur, c'est le cube sur lequel moi j'ai bossé. Et ce qu'il faut dire, c'est que le cube superconducteur, lui, il est doté d'une jonction Josephson. Et la jonction Josephson, en fait, est constituée de deux matériaux superconducteurs qui est séparé par une mince barrière qui peut être un métal ou alors juste qui peut être soit un métal, soit un non-métal. Souvent on dit ça comme ça, un non-métal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une capacité non linéaire. Donc, ça, c'est par exemple un résonateur LC qu'on connaît, on a vu par exemple au lycée. Et lui, il a son puits de potentiel qui est séparé là. Il est séparé equal space. Donc, il est séparé également. Ça veut dire que chaque niveau d'énergie a la même distance. Par contre, avec la jonction Josephson, lui, il a un puits de potentiel qui est différent et ses niveaux d'énergie sont séparés par la même distance. C'est ça qui crée. Ici, là, vous voyez, ceci, d'ici à ici, on a une distance, et d'ici à ici, c'est différent, d'ici à là, c'est différent. Donc, lorsque le qubit arrive à ce niveau-ci, l'idée, c'est faire que ce qubit reste ici en haut le plus longtemps possible avant de redescendre. Une fois qu'il est redescendu, là, on a perdu son état. Or, on veut qu'il arrive ici, là, et puis passe le plus longtemps possible à ce niveau-ci, là, avant de redescendre. Lorsqu'il est ici, on fait toutes les opérations dont on a envie de faire. Et voici, par exemple, un qubit. C'est vrai, ça n'a pas été fabriqué ici en Italie, ça a été fabriqué avec un collaborateur, à Nice, aux États-Unis, c'est aussi avec lesquels on collabore. Et l'un des qubits les plus répandus, c'est le transpond. Donc ça, c'est en fait une image du transpond. Je vais montrer la full version après. Ici, on a la jonction de Josephson qui est là au milieu, qui est séparée par deux pattes. On appelle ça les pattes. C'est-à-dire, ce sont les capacités. Deux larges pattes. Ici, c'est fait d'aluminium, ici, là. Et le transpond se compose d'une petite jonction shuntée par deux gros condensateurs pour réduire le bruit de charge. La conception est simple. Ça, c'est la vue agrandie au microscope. Donc, sa conception et ses performances, l'un des meilleurs candidats pour la production à grande échelle. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se lancer dans le qubit superconducteur. Et voici alors un autre, c'est celui qui a été designé ici chez nous. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, à quoi ressemble la puce quantique qu'on va mettre en bas du chandelier pour les mesures. Bon, pour le cas, s'il avait présenté juste un seul qubit, c'est la même chose que l'autre qubit. Donc, ici, on a le qubit qui est bon, ceci, ça, c'est le X-mont. C'est toujours un dérivé du transmont. Donc, on a le qubit ici, on a le qubit ici. On a ça là pour le contrôle. On a ça, c'est pour la lecture. Ça, c'est la ligne de transmission. Ça, c'est la ligne de transmission pour la lecture de l'état du qubit. Ici, on a le résonateur de readout, le résonateur de lecture. On appelle ça readout résonateur pour lire l'état du qubit. Donc, puisqu'il est en contact, il est couplé capacitivement avec la ligne de transmission. On peut lire à quel état se trouve notre qubit. Est-ce qu'il a l'état extérieur ou à l'état de base? Et aussi, on peut le contrôler. En le contrôlant, voici le drive ici. On peut envoyer le faisceau de lumière, l'impulsion ici, là. On essaie de voir. Puisque tout ça, c'est connecté et tout et tout. Donc, on peut lire l'état du qubit dans lequel se trouve. Ça, c'est pour le contrôle aussi électro. Ça, c'est le contrôle, le flux avec champ magnétique, en fait. Donc, pour un seul qubit agrandi ici, il y a aussi un truc intéressant. On peut, lorsque tu as cette configuration-ci, tu as ton qubit ici, là. Tu as ton résonateur ici. Le qubit est couplé ici, là, capacitivement par le résonateur. Avec son résonateur, c'est cette forme-ci, là. Voici ce qui représente mon qubit ici, là. Voici la jonction de Josephson dont je parlais là. On note ça généralement LX comme ça là. On met une barre et on met X. Et s'il a sa capacité de shunt qui lui permet de gérer son courant et tout et tout. Et ici, on couple ça. Généralement, on le couple le qubit avec un résonateur. Voici la capacité de couplage. La capacité de couplage avec le résonateur. Ceci là dont je vous ai montré. Lui là, on le matérialise par un circuit LC. Par un circuit LC. Donc, le circuit LC est là. On a LC ici, on est couplé là. Et puis, on écrit. Oui. Et puis, on écrit l'hamiltonien. L'idée, c'est de trouver les paramètres. Les paramètres, comme je parlais, la cohérence. On appelle généralement ça T1, T1, T2. C'est le temps de cohérence et tout ça. Pour en arriver là-bas, on a tous les paramètres ici qu'il faut trouver.
la fréquence de résonance du résonateur, la fréquence de résonance du qubit, le disperse shift, ça c'est le couplage, pour déterminer le couplage, le G et tout ça. Et puis on continue avec les opérations et puis on permet à trouver tout ce dont on a besoin de trouver, les T1, les T2 et tous les autres paramètres pour caractériser le qubit. Peut-être une autre présentation, une autre fois, une autre conférence, on va voir exactement comment on caractérise un qubit. Ben, ça, c'est la base. Ça veut dire qu'on part d'ici avant d'aller au niveau des mesures. Je dessine avec ça a été dessiné, il faut noter, avec IBM, avec le software de Qiskit Metal de IBM. C'est IBM qui fabrique ça, qui a mis ça sur pied. Qiskit Metal, ça te permet de fabriquer, de designer ton qubit. Et puis, lorsque tu le designes, tu l'envoies sur ANSYS. ANSYS te fait les simulations. Il y a ANSYS que tu dis pour extraire la capacité de couplage et par conséquent, tu as ces paramètres-là. Et puis, tu as l'EPR, l'Energy Participation Ratio. Lui, avec ANSYS HFSS, High Frequency Software Simulation, lui, pour extraire les différentes fréquences de résonance, comme je disais tantôt, oméga R, oméga Q. Et puis, tu as toutes les deux méthodes, en fait, conduisent au même paramètre de la Hamiltonienne du circuit. Donc, on peut dire deux méthodes, si là, on demande juste pour tester, est-ce que ceci est vrai, on vérifie avec celui-ci, est-ce que celui-ci est vrai, on vérifie avec ça, si on a bien fait tous les calculs. Une fois que tu as fini, c'est ça, c'est la partie théorique que tu vas faire. Maintenant, ton cube doit fonctionner, ça dit de façon expérimentale. Alors là, voilà le cube qui est monté sur la puce ici, là. Donc, on a imprimé ça sur le circuit, comme vous avez vu là. Donc, ça, c'est prêt à être encapsulé. Ici, ça, c'est ouvert. Ici, on a fermé. Bon, on met des petites indications là, pour savoir que, bon, ici, nous sommes avec le qubit et là-bas, nous sommes avec l'autre qubit. Pour qu'on ne s'égare pas dans les mesures aussi. Et puis, on le fixe au bas du chandelier, tout en bas. Et la température ici, c'est généralement dans les millikelvin. Nous sommes à presque 10 millikelvin, 8 millikelvin, le clostat que nous avons ici. Et après, tu fais les mesures et puis tu es prêt à comparer. Donc, il y a les défis. Quels sont les défis dans la fabrication? Tout ce qu'on a présenté là, c'est beau, c'est facile lorsque tu as un qubit, deux qubits. Que se passe lorsque tu as plusieurs qubits? C'est ça qu'on appelle scalability ou alors scalabilité. Donc, les processeurs quantiques doivent fonctionner avec plusieurs qubits, pas seulement un, deux qubits. Un, deux qubits, oui, ça va, c'est tranquille. Les opérations sont faites, c'est intéressant. Maintenant, que se passe-t-il lorsque tu as 100 qubits, lorsque tu as 50 qubits, Google a 53 qubits récemment, 53 qubits, lorsque tu as plusieurs qubits, qu'est-ce qui se passe? Il y a le point de scalabilité qui fait encore défaut. Ça, ce sont des axes de recherche. Actuellement, ce sont des axes de recherche. Tu peux décider que, bon, moi, je vais travailler sur la scalabilité des cohérence. Tu vas voir où alors le error correction. Ça, c'est des axes de recherche. Tu peux choisir un axe ici, là, tu commences à bosser dessus. Comment il va faire pour la scalabilité? C'est-à-dire, si tu parviens à faire ton opération, c'est-à-dire que si tes opérations avec deux qubits fonctionnent normalement, c'est-à-dire que si ça fonctionne bien avec deux qubits, il faudrait qu'avec 10 qubits aussi, ça puisse fonctionner. Donc, que tu aies les mêmes choses, c'est-à-dire que tu puisses faire les mêmes calculs, les mêmes opérations avec 10 qubits. Si tu ne parviens pas à faire ça, alors le système n'est pas scalable. Parce qu'on ne veut pas fonctionner avec un qubit. Il faut augmenter le nombre de qubits sans dégrader les performances de ton appareil, de ton ordinateur. Il faut maintenir la cohérence et le contrôle. Celui-là au niveau de la décohérence. Lorsque tu vas au niveau de scalabilité, il faut que tu parviennes à maintenir la décohérence et tout et tout. Donc, quand on passe de quelques qubits à des millions, voire des millions, parce que après, c'est là où il faut aller. Tout à l'heure, je disais tantôt, un qubit physique, un qubit logique, ça, c'est le challenge que notre quantique s'est fixé. Par contre, lorsque tu as des milliers de qubits, ce ne sont pas tous ces milliers de qubits-là qui montent jusqu'à présent. Il y a les qubits logiques qui te permettent de faire les calculs et tout et tout. Et puis, il faut aussi respecter error correction et tout ça. Plus tu as de qubits, plus ça augmente les erreurs, plus ils sont sensibles l'un à l'autre et tout et tout. Et il y a aussi l'opération, les portes d'erreur. Lorsque tu veux faire la porte nord, la porte AND, il y a les portes là que tu vas tester ton qubit à partir de ces portes-là. Puisque l'ordinateur classique fonctionne aussi à partir des portes. Il y a l'isolation. Tout à l'heure, il parlait de la cryogénie et tout ça, le maintien des températures ultra basses, qui est coûteux et techniquement difficile à implémenter. Donc, et il y a la fabrication qui change au fur et à mesure que tu as telle plateforme, la fabrication va changer. Il y a le crosstalk. Le crosstalk, ça, j'ai laissé les termes ici là, parce que c'est les termes qu'on va généralement rencontrer dans la littérature. Le crosstalk, ça c'est en anglais. Et les opérations sur un qui peuvent affecter involontairement le qubit proche. Ça veut dire que tu as deux qubits comme ceci là. Il faudrait que l'opération que tu fais ici ne vienne pas, l'opération que tu vas faire ici
n'affecte pas l'opération que tu dois faire ici, là. Donc, ça, ce sont des challenges qui sont fixés. Mais avec les ions piégés, par exemple, le trap ion a ce problème de scalabilité. Plus tu augmentes de crosstalk, plus tu vas augmenter le nombre de qubits sur le trap ion, lui, il va t'introduire des erreurs parce que contrôler ça devient difficile. Parce qu'avec le qubit, avec le trap ion, tu dois contrôler individuellement tu dois contrôler individuellement chaque qubit. Or, avec celui-ci, je peux le contrôler à partir de la ligne de transmission. Je peux contrôler les deux qubits, s'ils sont liés, je le contrôle à partir de la ligne de transmission. Donc, voilà à peu près. Ça là, on peut faire ça, on n'a pas besoin d'aller en entreprise. Avec Qiskit Metal, IBM, Qiskit Metal, ANSYS, on peut designer l'autre qubit, on commence à faire des tests. Tu as besoin d'aller en entreprise pour faire ça. Et ce sont des compétences qu'aujourd'hui on recherche aussi en entreprise. Des gens qui sont capables de dessiner les qubits, faire des simulations théoriques, faire des simulations et tout, et nous montrer que, pour que votre qubit fonctionne normalement, il faudrait que vous ayez un couplage de tel femtofarad ou alors tel nanofarad, ça dépend de ce que tu auras trouvé. Il faudrait que tu aies une inductance LG de ton qubit à peut-être 10 nanohenry ou alors 8 nanohenry, ça va dépendre de ce que tu vas. Je n'ai pas mis les valeurs ici, donc ça va aller comme ça. Donc, en conclusion, l'ordinateur quantique a beaucoup à offrir et il faudrait qu'on se dise qu'ils ne vont pas remplacer l'ordinateur classique parce qu'on aura toujours besoin de données classiques. Et ça offre aussi une large gamme d'applications. Bon, pour conclure avec cette fameuse phrase de Richard Feynman, qui est le pionnier de la mécanique quantique, il dit que ses étudiants ne comprennent pas la mécanique quantique parce que lui ne comprend pas ça. En fait, personne ne comprend la mécanique quantique. Et puis, voici le groupe avec lequel j'ai bossé. Donc, voilà notre chandelier qui est là. C'est là-bas qu'on faisait toutes nos mesures avec ça. Et là, on a l'électronique pour le contrôle et la lecture du qubit. Alors, sur ce, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci également à Alex, Dr. Alex, pour la présentation. Moi, je m'intéresse beaucoup aux erreurs. Vous parlez fréquemment d'erreurs. Qu'est-ce qui peut être comme cause de ces erreurs? Le fait que tu as plusieurs qubits, ça peut déjà être une source d'erreur. Donc, voilà déjà ce qui peut en être une erreur. Le fait que j'ai aussi un mauvais calibrage ou alors un mauvais calcul, une mauvaise opération, un mauvais calcul mauvais positionnement de tes qubits, ça peut créer aussi des erreurs parce que les qubits vont interagir les uns les autres. C'est un peu comme les proches voisins, les voisins éloignés qu'on voit. C'est toi qui as fait ça de matériaux. Donc, puisqu'ils collaborent ensemble, ça peut créer des erreurs. Le dernier projet sur lequel j'ai bossé, effectivement, nous, on travaillait sur lequel le PI, lui, ne voulait pas que les qubits restent ensemble. C'est-à-dire, on ne voulait pas exploiter le entanglement. Tu vois alors ce qui se passe. Alors que d'autres veulent le entanglement, nous, on ne voulait pas exploiter ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on partait à 3 qubits, il fallait qu'on essaie de réduire le couplage. Parce que avec le entanglement, ça devait nous changer les opérations, ça devait changer les calculs les hypothèses qu'on avait en tête, quoi. Donc, c'était ça notre challenge. On ne voulait pas que les deux qubits collaborent ensemble. Parce que quand ils vont collaborer ensemble, là, ça va créer des sources d'erreurs. Et ça, c'est déjà le nombre de qubits va entraîner des erreurs. Et aussi, en dépendant de la technologie, il y a la température, il y a comment je vais dire ça, la connexion avec l'environnement, l'extérieur, qui aussi sont des sources d'erreurs lorsque tu travailles avec le quantique. Ouais. Est-ce que ces erreurs influencent en fait au résultat du calcul? Ou bien est-ce que vous arrivez à les détecter même avant que voilà, une opération ne se termine et vous avez des solutions en fait pour lever ces erreurs? Des solutions pour oui, il y a comme je disais tantôt, il y a des axes de recherche dans le Quantum Error Correction. C'est carrément un axe de recherche Error Correction, c'est-à-dire qu'eux, ils travaillent pour développer des algorithmes et des techniques pour limiter ces erreurs. Maintenant, dans le monde de hardware, ce que j'ai présenté un système qui est simple. Hein. Quand maintenant les chercheurs de Error Correction vont vous dire que, bon, pour que ton qubit ait ceci, cela, il faudrait que tu ajoutes encore d'autres composants électroniques. Tu vois que pour réduire les erreurs, on ajoute des composants électroniques qui vont plutôt augmenter la température, qui vont plutôt augmenter le bruit et tout. Mais c'est bizarre, c'est la quantique, personne ne comprend ça en fait. Donc, nous, on va quitter, il va te dire que tu vas augmenter certains composants électroniques.
il y a les pulsar filters, tu vas venir augmenter. Là, lui, il va te réduire. Il a d'autres. Donc, il y a des complexes que tu vas ajouter. Il va te dire, bon, ajoute encore un pulsar filter ici, là. Tu ajoutes encore un autre résonateur là-bas. Tu ajoutes une cavité ici, là. Tout ça contribue à gérer l'erreur parce que ça ne fonctionne pas. Le système que j'ai montré là ne fonctionne pas. Il a un temps de cohérence de 4 microsecondes, qui est très faible. Or, on est loin du compte. Déjà, dans la littérature, on va jusqu'à 300 microsecondes. Alice Bob a fait un truc récemment de 400 microsecondes. Donc, nous, on a 4 microsecondes, on ne peut pas se vanter de ça. Alors, il y a des problèmes, il faut qu'on réajuste le circuit. D'accord, merci. Je ne sais pas si je peux enchaîner avec une toute dernière question. Allez-y, allez-y. D'accord. J'ai vu récemment passer un article comme quoi il y a des ordinateurs quantiques qui arrivent à résoudre, enfin à casser la sécurité des différents protocoles qui existent actuellement, notamment voilà, NSA et autres. Donc, ce qui peut beaucoup impacter en fait la base de la sécurité informatique qui existe jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez qu'on est environ dans combien d'années comme ça on peut atteindre ce niveau? Est-ce que vous pensez déjà que c'est possible? D'avoir sur le quantum cryptographie, c'est ça? Donc déjà, Oui. l'informatique quantique, ça permet de résoudre rapidement des opérations. Donc du coup, la plupart des bases en sécurité informatique qui existent aujourd'hui, c'est basé en fait sur le temps de calcul. Donc Oui. plus l'informatique quantique va augmenter, plus on va atteindre en fait aux limites en fait des systèmes des bases en fait de la sécurité informatique. Donc du coup, on sera beaucoup plus exposé à des risques de sécurité. Ah, Vu ok. que Oui. voilà, vu que n'importe qui possède un ordinateur quantique peut se permettre de calculer par exemple une correspondance de clés publiques-privées et puis voilà, casser la sécurité facilement. Donc voilà. Est-ce que vous pensez qu'on est à ce niveau ou bien dans quelques années on sera à ce niveau? Bon, j'ai envie de dire, il y a des axes de recherche, hein. Il y a le docteur Lativi qui est là. Il crois qu'il fait dans. Non, il est aussi dans ce domaine de cryptographie-là aussi. Donc, il y a des axes de recherche qui vont dans ce domaine-là aussi. Au même titre que, au même titre que des personnes sont en train de travailler pour renforcer la sécurité avec l'ordinateur quantique, il y a aussi d'autres personnes qui travaillent pour contrecarrer en fait ces erreurs, cette détection-là, ou alors ces eavesdropping, comme on nous appelle souvent. Allez, c'est un bon petit eavesdrop au milieu là qui va venir créer, euh, cette interférence pour piquer l'information. Donc, il y a des contre-attaques quantiques qui sont aussi en train d'être effectuées en fait. D'accord. Bon, je ne sais pas si. Donc, ça veut dire que quel que soit le nombre d'années, même si c'est l'année prochaine, il y aura Bon, je un... pense que c'est encore théorique parce que la quantum communication, cryptographie, c'est en train de prendre quand même de l'ampleur, mais je crois que les attaques sont encore style théorique, hein, si je m'abuse. OK. Ouais. D'accord. Ouais. Une petite dernière question. Vous pensez que c'est possible de prototyper ne serait-ce que le minimum chez nous? Deux, Prototyper ne serait-ce que le minimum chez nous. c'est possible. Dans une discussion, une fois avec EQC, on peut faire le design. Ce qu'il faut maintenant, c'est les plateformes pour la fabrication. C'est là où ça peut être un problème, la fabrication. Pour fabriquer, bon, il y a des matériaux à fabriquer et tout le reste. Mais apparemment, en Afrique du Sud, ils ont du matériel pour la fabrication. Ils ont comment ça s'appelle, la chambre blanche, une chambre claire, clean room. Ils ont une clean room facility là-bas. Généralement, c'est là à l'intérieur qu'on fait ce genre de fabrication. Surtout sur les cubes supraconducteurs. Bon, maintenant, aussi, et puis ça dépend de la technologie que tu veux, qui est poussée à utiliser. Si c'est photonique, il faut juste regarder ce qui va aller avec. Si c'est trap ion, tu regardes ce qui va aller avec. Et on peut faire un design, c'est possible. C'est possible. Et peut-être, je profite de rebondir sur cette question-là. Si on va en termes de coût, peut-être que supraconducteur, ça peut être assez cher. Par exemple, si on doit le faire, par exemple, au Burkina, par exemple, est-ce que
quelque chose comme Photonics, c'est pas plus intéressant. Et qu'est-ce qu'il faut quand vous dites plateforme, qu'est-ce qu'il faut en réalité? Supposons qu'on vous demande de nous dire la liste des choses qu'il faut et on va le payer. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Ce qu'il faut pour fabriquer, c'est-à-dire pour mettre sur pied le système de telle sorte que au moins qu'il soit fonctionnel, qu'il commence à fonctionner. C'est ça. Ou bien alors du genre, OK, il y a toute l'électronique de contrôle qui doit aller. Si c'est une plateforme supraconductrice, c'est-à-dire la plateforme, quand je dis plateforme, c'est beaucoup plus référence à la technologie utilisée. C'est un peu dans ça. Et puis, avec tout ce que ça prend comme électronique de contrôle et électronique de lecture pour le qubit. C'est ça qu'on contrôle et c'est ça qu'on doit essayer de lire. Donc, il y a panoplie. C'est vrai que je n'ai pas voulu référencer tout ça. Donc, il y a le dilution refrigerator, qui est le chandelier qui est là. Et lui, il a son coût. Ça, si on va sur le cas de plateforme supraconductrice, c'est bien évidemment. Et puis, lorsqu'on a ça, et quoi, l'une des difficultés aussi, bon, pas une difficulté, hein, c'est ça aussi l'approvisionnement en gaz. Parce qu'il se fait, ça fait un refroidissement avec le gaz, l'hélium. Et aussi le niobium. Il a fait un refroidissement avec l'hélium, beaucoup plus d'hélium 4. C'est là où ils font le refroidissement. Et donc, du coup, il faut que ce soit constamment approvisionné. Enfin, au moment de la mesure, bien évidemment. Il faut arriver à 8 maximum 10 millikelvin. Lorsqu'on est déjà à cette température, on peut commencer les opérations. Bon, après, il y a d'autres qui ne nécessitent pas le refroidissement, comme je l'ai tantôt, photonique par exemple. Là aussi, ça va dépendre de l'application. Photonic quantum computing. Et puis, ça aussi, c'est possible. Un peu, ça, il faut juste une table, un banc optique. Bon, pas qu'il faut juste, il faut le banc optique. Donc, et bien évidemment, il faut aussi l'électronique de contrôle. Quand je dis l'électronique de contrôle, je parle des Vector Network Analyzer, des spectrums pour envoyer les micros. Attendez, si j'ai un slide ici, là, où ça. Donc, bon, on peut continuer la conversation pendant que je regarde si j'ai un slide là, je montre ça. OK. Alors, peut-être en attendant qu'il y a deux qui ont levé la main, mais j'allais ajouter une question à ce que j'avais demandé. Il y a des propriétés qui ont été mentionnées depuis ce matin, la superposition, l'entanglement, et puis il y a interférence. Est-ce que c'est obligé d'avoir un ordinateur qui peut disons, implémenter ces trois propriétés, ou bien on peut dire, OK, on veut faire un ordinateur qui peut juste faire la superposition, ou bien ce n'est pas, théoriquement, c'est pas possible. Alors, théoriquement, non, en fait, il faudrait que pour que ton ordinateur soit fiable, ou bien alors, soit fiable, ou bien, ouais, pour que l'ordinateur soit fiable, ou alors il soit, je ne sais pas comment je vais dire ça, enfin, intéressant, quoi. Il faut au moins qu'il puisse faire deux portes logiques. Deux portes logiques. Ça, c'est déjà, superposition, c'est déjà, tu es en train de faire une porte. C'est déjà, tu appliques un Adama Gate. Enfin, l'Adama Gate, c'est juste, déjà, tu rends les deux qubits superposés. Donc, tu changes, enfin, c'était un état 0, 1. Maintenant, en appliquant la porte Adama, ça, c'est les portes quantiques qu'on a. En appliquant la porte d'Adama, tu es en train de rendre à 1 sur racine de 2 la somme de 0 plus 1. C'est ça. Oui, donc du coup, là, tu as fait une superposition. Mais il faudrait que, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu auras deux qubits? Voilà, c'est pourquoi il y a entanglement. L'intrication, c'est il y a deux qubits. Oui, donc il faudrait que ton qubit, au moins, minimalement, puisse fonctionner avec, ton système puisse fonctionner avec deux qubits. Donc, il faudrait que tu aies la superposition avec un qubit. Un qubit, OK, ça va, c'est tranquille. Tu as juste la superposition que tu vas opérer avec. Maintenant, quand tu augmentes le nombre de qubits, après un qubit, tu es limité. Si tu veux faire des calculs, tu peux faire des calculs sérieux avec un qubit. Si jamais tu veux prototyper le truc, il te faut au minimum 2 qubits. Lorsque tu as 2 qubits, et puis là, tu es obligé de tester aussi la communication entre les 2 qubits. Comment est-ce que ça fonctionne? Tu dois voir, si j'affecte ceci, comment est-ce que l'autre s'y réagit? Donc, c'est un peu ça.
Et moi, ma question est que ce que j'aimerais savoir, c'est que l'informatique quantique que vous nous parlez là, ce que je veux savoir, parce que nous, on a déjà une autre branche de l'informatique qui est là. Et cette branche de l'informatique-là, il nous a permis à faire des systèmes d'exploitation. Et dans ces systèmes d'exploitation, on a eu à créer des langages de programmation. Et dans ces langages de programmation, on a eu à connecter des objets IoT. Donc maintenant, si je me retrouve dans cette nouvelle branche de l'informatique, qui est l'informatique quantique là, la résolution là-bas, elle est comment? Et il s'attaque à quel genre de secteur, à quel genre d'outils pour, comme l'exemple que j'ai pris pour l'informatique simple là. Informatique simple. L'informatique classique. Bon, en fait, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que l'informatique quantique ne va pas venir remplacer l'informatique classique. Lui, il a ses problèmes qu'il va venir attaquer. Ça veut dire qu'on ne doit pas. Par l'informatique classique, on a aussi besoin des données clés. Il y a des données classiques qui arrivent qui vont être traitées avec ça. On n'a pas besoin de passer directement au quantique. Maintenant, l'informatique quantique, lui, c'est lorsque tes données, si tu travailles sur les données, lorsque tu as un certain nombre de données qui deviennent assez importantes. J'ai pour le cas de la molécule de caféine, par exemple, qui, pour faire la simulation, a besoin d'un stockage de 10 puissance 48 bits de mémoire. Or, le supercalculateur de IBM Submit, lui, il a 10 puissance 16 bits de stockage de mémoire. Donc, tu ne peux pas compléter ta simulation à partir de cet ordinateur-là. Ta simulation sera limitée. Donc, tu es obligé d'avoir recours à un ordinateur qui est plus puissant. Récemment, Google encore montrait avec leur truc, ils ont un truc, le problème d'écho qu'ils ont pu résoudre avec le simulateur quantique et pour prouver que ça peut fonctionner. Donc, l'informatique classique va continuer à faire ce qu'il est en train de faire actuellement. L'informatique quantique, lui, va venir résoudre autre chose que d'autres là ne pouvaient pas faire ou alors est limité à faire. En matinée, par exemple, je crois qu'il y a une présentation par le docteur Lativi qui a fait une présentation sur différentes applications de l'informatique quantique. Je ne sais pas si vous étiez là le matin, et je ne sais pas, le docteur Lativier est là, s'il peut dire un mot là-dessus. Voilà, et puis peut-être ajouter aussi la question de l'avantage de Quantum Advantage. Oui, effectivement. Puisque le matin, je crois que sa présentation parlait. Ok, merci beaucoup, Alès. Alors, merci beaucoup pour ta présentation et qui est vraiment beaucoup plus approfondie dans l'application, dans l'expérimentation plutôt. Moi, je suis beaucoup plus dans l'optimisation. Alors, ce qui veut dire que le travail doit être fait par Alès pour que moi, je puisse continuer. Alors, ce qui se passe, c'est que nous sommes plutôt dans l'optimisation comme certains problèmes qui viennent d'énoncer, qui sont vraiment difficiles pour notre ordinateur classique à résoudre, qui vont prendre beaucoup d'années. Mais avec l'ordinateur quantique, avec ses propriétés comme la superposition et l'intrication, le problème qui doit prendre beaucoup d'années se résout en quelques secondes à quelques heures. Voilà, c'est l'utilité. Comme il vient de le dire, on ne va pas changer notre ordinateur. D'ailleurs, même, il y a un adage en mécanique qui dit que la mécanique quantique, si tu as un problème classique, il faut un outil adapté pour pouvoir le résoudre. Mais si tu prends un problème classique, tu veux le résoudre par un outil quantique, c'est comme prendre un caterpillar pour tuer une mouche. D'accord? C'est tellement puissant que si tu veux prendre l'ordinateur quantique pour résoudre un problème de notre ordre là, non seulement tu vas résoudre, mais tu vas encore créer d'autres problèmes. C'est plutôt, il faut utiliser l'outil adapté, soit prendre un balai pour tuer une mouche au lieu de prendre un caterpillar pour tuer une mouche. Donc, ce qu'on veut dire par là, que un problème de taille très, 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 très grand, il faut l'outil adapté. Et l'ordinateur quantique, en ce moment-là, est la bienvenue. Mais pour des problèmes usuels, on va toujours conserver notre ordinateur de base pour pouvoir le faire. Et en plus, ce n'est pas qu'on va changer. L'idée, c'est qu'on va changer le hardware. C'est le hardware qui change. L'élément de base pour coder l'information, c'est ça qui change. En réalité, on va toujours continuer à utiliser, mais
en cherchant le hardware, on va mettre les trucs plus rapidement et plus précis. Donc, ne soyez pas inquiétés. Gardez toujours votre information classique, informatique classique, et apprenez à côté l'information quantique pour des problèmes plus compliqués. Merci beaucoup. Merci. Et peut-être, je comprends un peu la question de Alassane. C'est dit, bon, à quel endroit on peut utiliser l'informatique quantique. Mais si vous me permettez, peut-être une analogie avec les GPU. C'est-à-dire le GPU, par exemple, quand tu l'utilises, quand tu as besoin de faire des calculs assez poussés, tu peux même l'utiliser avec un ordinateur simple. Tu le connectes et puis maintenant, quand tu veux faire des calculs, tu envoies les informations, tu te connectes au GPU, ça fait les calculs. Peut-être vous allez me corriger, mais peut-être que c'est la même chose. C'est-à-dire, tu utilises ton ordinateur normal, ton Windows ou bien ton Mac, Linux. Maintenant, peut-être qu'on peut se connecter pour certains calculs. Tu envoies ça à l'ordinateur quantique pour la manipulation, les calculs, et puis le résultat maintenant te revient à l'ordinateur classique. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit la chose ou bien ce n'est pas exactement le cas? Je ne sais pas si Alex a entendu. Bon, pas exactement ce. Allô? Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui. Oui. Est-ce que tu peux répéter un peu la question, s'il te plaît? Oui, je disais que je comprends un peu ce que Alassane veut dire. Okay. Donc, j'ai essayé de reprendre ça d'une autre manière. Et puis, peut-être positionner ça différemment. C'est-à-dire, j'ai pris l'exemple des GPU. Okay. Quand bon, il n'y a pas une machine GPU comme ça qui existe. C'est-à-dire, pour utiliser le GPU, tu dois connecter ça à ton ordinateur classique. Et puis maintenant, tu envoies les informations pour les calculs quand tu as besoin de faire un certain type d'informations pour calculer. Et pour le quantique, c'est comme ça aussi. Il n'y a pas un écran, on dit, OK, ça c'est... Ah oui, oui, il n'y a pas, oui, effectivement. Il y a pas... Dans les calculs, tu envoies ça dans le quantique, ça calcule rapidement et puis ça te ramène maintenant les informations dans ton ordinateur classique. C'est un truc comme ça? Oui, oui, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est sur le cloud. Généralement, tout se passe sur le cloud. Donc, lorsque IBM, IQM, lorsqu'ils ont fini de fabriquer et tout ça, ils essayent de faire le cloud, de mettre la version cloud, où ils rendent ça accessible à certaines personnes pour pouvoir faire des opérations. C'est-à-dire, je peux rester en Afrique, j'ai des opérations peut-être à vouloir faire, par exemple, le drug discovery. Si j'ai accès à un ordinateur quantique qui est, par exemple, en Angleterre, je peux me connecter si j'ai une collaboration avec me donne les accès. Je me connecte à partir de mon ordinateur classique. Donc, c'est à partir de ton ordinateur classique que tu te connectes sur le cloud quantique pour faire tes opérations. Donc, tu envoies. C'est un peu genre, un peu le spec-calculateur. C'est un peu ça. Tu as ton petit écran là à la maison. Tu vas envoyer tes opérations sur ton spec-calculateur. C'est pas que, bon, le spec-calculateur, son écran, c'est personnalisable aussi, évidemment. Tu peux envoyer ça sur ton... Désolé pour ce bruit. Sur le spec-calculateur. Lui, il va faire ses calculs. Et après, tu extrais les données. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, effectivement. Donc, c'est pas, il n'y a pas encore un écran que, bon, voilà, je suis sur mon écran d'ordinateur quantique. Non, c'est pas encore, jusqu'à présent, c'est pas encore le cas. Ouais. OK. Peut-être on va prendre, il y a 3 questions. On va prendre toutes les 3 questions qui seraient la dernière vague et on pourra arrêter. Alors, peut-être, Baro Drissa, vous poser la question. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Vraiment, bon, la conférence était de taille, c'était très intéressant. Mais il y a trop de thèmes techniques qui m'embrouillent un peu. Voilà, cela vraiment, pour l'informatique quantique là, moi je voulais savoir, est-ce que c'est, comme il avait parlé de CPU là, je ne sais pas, c'est des circuits ou bien c'est des matériaux spécifiques qu'on utilise pour les calculs, ou bien c'est quoi finalement? Moi je ne comprends pas trop. Oui, en fait, ça se fabrique avec des matériaux, bien évidemment. Il faut des matériaux pour la fabrication. Donc, si tu n'as pas le matériel, tu ne pourras pas... ça dépend de la technologie. Si tu as
une plateforme, je prends le cas de supraconductrice, le qubit supraconducteur. Le qubit supraconducteur fonctionne avec des matériaux supraconducteurs. Et lorsque tu prends un matériel, pour qu'il soit supraconducteur, tu dois le refroidir à très basse température pour extraire la propriété supraconductrice de ce matériau-là. C'est pourquoi il y a ce refroidissement aussi qui est important. Pour atteindre la supraconductivité, il faudrait que tu sois à des températures très basses. Là, tu as un matériau, par exemple, l'aluminium, prenons l'aluminium, tu dois le refroidir pour qu'il atteigne, tu le refroidis, disons, quand il est refroidi, là, tu le mets dans un frigo, disons ça comme ça. Tu le mets dans un frigo qui peut aller disons, à une température très basse. Hein. Bon, pour le qubit, il te faut être à peu près à moins de 273 degrés Celsius pour commencer à avoir la performance de ce qubit-là. Donc, c'est l'ordinateur quantique, en fait, c'est le qubit. C'est ça qui est la fabrication. Lorsque tu as le qubit, et puis, il y a aussi le circuit de contrôle. Tu vois ceci, par exemple, vous voyez ça. Donc, voici la puce quantique. Et la puce quantique, elle est logée au bas du chandelier ici, là. Donc, tu as le qubit qui est là. Tu as, un peu comme sur ta puce de CPU là, dont tu parlais, tu as tes composants que tu parviens à identifier sur ta puce, ta puce de CPU là. Tu as des composants que tu parviens à identifier que bon, c'est le condensateur, là-bas j'ai une résistance, ici, là j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Donc, pareillement, lorsque j'ai une puce pareille, je sais que voilà mon qubit ici, et voilà, par exemple, le résonateur de lecture, et ici j'ai ici un résonateur de couplage, et ici, là, j'ai un autre qubit, ici j'ai 2 qubits, par exemple, et donc c'est un peu comme ça que tu identifies. Maintenant, le matériau, pour le qubit, attendez, voilà le matériau, par exemple. Lui, ici, là, c'est la jonction de Josephson qui est là. Et j'ai l'aluminium ici, là. Et j'ai le substrat. Il y a aussi le substrat sur lequel je pose le qubit. Généralement, on le fait en silicone. Silicone, oui, en silicone. C'est-à-dire que... Voilà, je ne vois plus. Donc, quand tu le mets là, donc ça, il est fait en silicone. Cette partie grise là. Je dépose mon qubit, ma jonction, je sens au-dessus de ça. C'est aussi pour absorber les effets de température, de chauffage, de bruit, tout ça. Quand on fait ça sur le silicone, parce qu'il absorbe. C'est vrai qu'il y a d'autres formes de substrat sur lesquelles tu peux fabriquer ton dispositif. Voici encore un autre processeur. Voilà encore un autre processeur quantique que tu as ici. Donc, tu as ta puce quantique qui est là. Tu as tes qubits en rouge. Tu as ici, ils ont 1, 2, 3. Bon, c'est pas bien visible. Mais le qubit ici, c'est en rouge, là. La ligne rouge, la ligne de qubit. Tu as la ligne rouge, là. Les autres lignes, maintenant, c'est pour la lecture. C'est avec ça que ça communique avec l'extérieur. Mais lorsqu'on envoie, ça passe, le résonateur d'abord absorbe ça pour ne pas envoyer trop grande puissance sur le qubit, en fait. Bon, ça, c'est D-Wave. Mais D-Wave utilise aussi les circuits supraconducteurs. Donc, il y a la jonction de Josephson là. Si tu envoies, il y a une puissance à laquelle tu dois l'envoyer pour qu'il puisse fonctionner. Sinon, si tu passes à ça, tu risques de briser la jonction. Tu risques de détruire la jonction. Donc, et puis, il y a tout ce câble-ci là et tout, et tout, et tout. Donc, l'idée, c'est si on parvient à avoir un système qui travaille à température ambiante, on n'aura plus besoin de tous ces gros câbles-ci là, que tous ces câbles, milliers de câbles-ci qui servent au refroidissement et tout, et tout. Donc, directement, on pourra avoir une puce, on la met quelque part là, et si on continue à faire, on essaie de faire le travail qu'on a fait. C'est vrai. Ok. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, Dr Alex vient de répondre à la question tout à l'heure lorsqu'il parlait de la maîtrise de la température liée au supraconducteur. Parce que ma question portait un peu sur l'étude approfondie de la radioactivité pour voir si
ces superconducteurs-là ne peuvent pas être mis dans un milieu autre que, c'est-à-dire la température, où il y a l'hélium, par exemple, pour les refroidir. Est-ce que ce ne serait pas possible de les mettre comme ce qu'on voit dans les réacteurs, de le plonger dans l'eau? Merci pour, en tout cas, cette présentation hautement scientifique qui nous a beaucoup édifiés. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, est-ce que cet ordinateur-là ne ressemble pas un peu aux ordinateurs dès le départ? Est-ce que demain, on n'aura pas des ordinateurs portables ou bien pas portatifs quantiques? Voilà, c'est ce qui me fait dire. Oui. Maintenant, l'aspect, le fait qu'il ne doit pas être en contact avec le milieu extérieur, est-ce que il n'y a pas de recherche qui soit menée pour permettre ce type d'outil-là, pour qu'on puisse l'avoir dans nos maisons et tout ce qu'il y a en dehors d'aller au laboratoire à tout moment travailler? Merci. OK, et je complète sa question en ce moment. Quel est l'intérêt du quantique pour le continent africain? Puisque voilà, vous êtes le seul dans votre laboratoire. Pourquoi tous ces 70 et quelques là doivent s'intéresser à ça? Et le continent, merci bien. Bon, le vrai continent, hein, pas l'autre continent. Oui, oui, oui. Donc, effectivement, est-ce qu'on a besoin de mettre, bon, pour reprendre l'intérêt de je vais arriver sur ça, sur l'intérêt, peut-être finir par ça. Peut-être, Sidbé, sur ta question, pour le mettre à la maison, l'idée, en fait, la recherche est axée sur ça. C'est effectivement, ça a commencé un peu comme les ordinateurs classiques du passé, là. Ils étaient carrément les ENIAC, on voit les ENIAC, l'évolution, c'était carrément des machines véritablement robustes, là. Et ça, chemin faisant, on a un ordinateur portable à la maison. Donc, l'idée, c'est d'arriver à ça. C'est pourquoi la recherche des matériaux continue à explorer les différents matériaux pour voir lequel peut fonctionner à température ambiante. Par exemple, le cas du superconducteur, comme on le disait, il faut le refroidir. Il ne fonctionne pas à température ambiante. Température ambiante, ça veut dire que je le mets là, je le pose à l'air. Or, il y a des interférences. Il y a l'air, il y a le rayonnement, il y a beaucoup de choses qui vont. Or, et quand c'est le cas, on ne va même pas pouvoir tirer profit de sa nature superconductrice. Est-ce qu'on peut avoir des matériaux qui peuvent fonctionner à température ambiante et garder la performance superconductrice? Ça, c'est une question. Le niobium, par exemple, lui aussi, il est superconducteur, mais à 77, lorsqu'on est à 77 Kelvin, lui, ça va. Donc, on n'a pas souvent besoin d'aller loin à 10 millikelvin. À 67 Kelvin, on commence déjà à percevoir l'effet superconducteur du niobium. Mais est-ce que c'est la bonne technologie? Est-ce que c'est... Donc, ce sont des trucs qui sont en train, des recherches qui sont en train d'être effectuées. Peut-être tu peux dormir, tu as une révélation d'un matériau qui peut fonctionner, qui est superconducteur, qui fonctionne à température ambiante. Ça fait l'évolution de la science. On teste et on voit que ça marche. Donc, il y a des recherches qui sont axées là-dessus. Et actuellement, c'est sur ça que les gars sont en train... Il y a du poussage qui va dans ce sens-là. Et la question de Gaël, c'est quoi, c'est Gaël? Oui, Gaël, est-ce qu'on peut refroidir ça ailleurs que dans ce... Bon, est-ce qu'on peut refroidir? C'est vrai, ça c'est une question, je n'ai pas encore réfléchi là-dessus. Hein. Honnêtement, je n'ai pas encore réfléchi là-dessus. Est-ce qu'on peut refroidir? Est-ce qu'on peut congeler ailleurs? Ça, je ne sais pas si c'est possible de refroidir ça ailleurs. Mais toujours est-il qu'après, il va falloir toute une électronique de contrôle et tout et tout. Mais si c'est possible de le mettre dans ce type de réacteur, après, il va falloir brancher, connecter tout ce qu'il faut connecter et après faire des lectures de son état quantique et tout le reste. Ouais. Donc, peut-être que Gaël a besoin d'une bourse pour faire cette recherche-là, ou bien? Oui, tout à fait. Maintenant, quel est l'intérêt de la quantique pour le continent africain?
il y a, moi, je pense on peut s'attaquer à des problèmes précis. On ne peut ne pas aller commencer à dire que, bon, la fabrication d'ordinateurs quantiques, c'est quelque chose qui peut venir derrière. Mais pour le moment, il y a des ressources qui sont en ligne qu'on peut exploiter et résoudre des problèmes dans l'agriculture, résoudre des problèmes dans, comment on appelle ça, la météo, par exemple, la prédiction, la météorologique et tout ça. On peut résoudre des problèmes dans l'optimisation du trafic. Au Ghana, le mois en juin, avec la TV, nous étions au Ghana. Moi, j'ai bossé, il y avait Hackathon au Ghana. Hackathon Quantathon, ça veut dire que c'est un challenge quantique. Mon groupe sur lequel j'ai bossé, avec lequel j'ai bossé, nous on travaille sur l'optimisation du trafic routier en utilisant des algorithmes quantiques et aussi faire des simulations sur des ordinateurs quantiques. C'est-à-dire qu'on simule dans le cloud. C'est-à-dire qu'on se connecte sur un IBM et puis on fait la simulation. Donc, l'idée, c'est de réduire le trafic routier. On sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de trafic. Et ça fait perdre énormément d'argent en temps, en énergie aussi et en carburant. Parce que lorsque tu restes dans la circulation, c'est le carburant qui part et ça pollue même encore. Ça augmente notre problème de pollution aussi. Donc, si on travaille à optimiser, ce sur quoi on a travaillé, c'était optimiser le temps mis par les feux de circulation. On sait que si tu arrives à une intersection, le feu de base, c'est-à-dire que la durée du feu vert, c'est peut-être 20 secondes. Lorsque, passé 20 secondes, le feu rouge prend et les autres véhicules peuvent circuler. Donc, l'idée, c'est, lorsque tu arrives à l'intersection, il y a 4 voies, par exemple, sur l'intersection, tu as 4 voies. On a essayé de relativiser, c'est-à-dire que en fonction du nombre de véhicules sur la ligne, il optimise le temps. Au lieu de 20 secondes, s'il y a un seul véhicule qui arrive sur la ligne, il va diminuer à peut-être 5 secondes. Puisque pourquoi on va mettre 20 secondes pour un seul véhicule qui passe? Donc, on met le feu vert à 5 secondes. Il fait ça automatiquement. Enfin, c'est un programme qu'on a écrit. Donc, on optimise. On dit que, bon, sur la voie-ci, là, il faudrait que ce soit le temps optimal pour limiter le trafic. Ce sera de 5 secondes. Donc, ça, c'est un cas. Et aussi dans l'agriculture, on peut utiliser l'ordinateur, l'informatique quantique aussi dans l'agriculture. Par exemple, dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre, comment je vais dire ça, prédire le rendement, quels sont les engrais à utiliser, quelle période je dois faire les semis, mettre les trucs en terre. Donc, ça sont des choses qu'on peut implémenter. Et peut-être la TV aussi, il a travaillé sur un projet, puisque l'idée c'est de travailler, durant le Quantathon, on travaille sur des projets qui vont aider l'Afrique, pas les trucs qui vont aller de façon générale. C'était en Afrique, il fallait des trucs. Peut-être il va peut-être vous parler aussi de son projet, le projet sur lequel lui a bossé avec ses gars. Mais le projet vainqueur, c'était Qualeria. Comment est-ce que l'ordinateur quantique ou alors les techniques d'informatique quantique peuvent aider à combattre le malaria en Afrique? Donc, ça, c'est le projet qui a été vaincu. Donc, voilà quelques pistes de peut-être le docteur Ativi, avant de conclure, peut dire un peu ce sur quoi eux, ils ont bossé. Donc, ça, c'est toujours des applications comme ça qui peuvent aider le continent à aller d'un pouce. Oui. Ok, la TV veut ajouter. Allô, on ne vous entend pas. Hein? On a du mal à t'écouter, la TV. On ne m'entend pas. Ouais, bon. Ok, bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Alors, j'aimerais, je pense que Luther est toujours là. Donc, j'aimerais peut-être, avant qu'on close, c'est-à-dire que chacun d'entre vous donne son mot de la fin. Peut-être, je vois Ariel qui a levé sa main. On va donner la parole à Ariel, mais après la question de Ariel, peut-être que chacun prenne la parole pour, disons, son mot de la fin, je vais dire ça ainsi, parce que c'est la dernière conférence. Dès qu'on clôt, en fait, cette conférence-là, ce sera la fin de la journée du quantique. Et voilà, peut-être vous aurez un appel à lancer ou bien une dernière chose que vous voulez dire avant qu'on ne close cette journée-là. Donc d'abord, Ariel, question?
D'accord, merci pour la parole. Vraiment, désolé, j'ai raté une grande partie. J'espère que ma question n'a pas encore été répondue. Ma question était de savoir quelle est la place de l'Afrique dans le quantique. Parce que bien, on parle de l'Afrique, on sait qu'il y a des Africains qui travaillent dans le quantique, mais quelle est vraiment la place? Parce qu'on sait que dans l'IA, nous sommes dans cette course-là. Maintenant, quelle est la place de l'Afrique? Et aussi, on ne peut pas parler de technologie sans parler des politiques qui sont aux alentours. Maintenant, quelles sont les politiques en place? Est-ce qu'il y a des politiques en place qui sont mises pour vraiment propulser le quantique et vers la promotion ou bien vraiment permettre aux Africains de pouvoir toucher le quantique et pouvoir vraiment faire des grandes choses avec le quantique? Merci. Ok, donc je pense que c'est une question qui est bien à balancer à tout le monde en même temps. Donc, je ne sais pas qui veut démarrer, qui est... Donc, ok. Peut-être pour prendre cette question, quelle est la place de l'Afrique? L'Afrique est en marche. L'Afrique est en mouvement. L'Afrique aussi veut être dans la course au quantique. Parce qu'avec African Quantum Consortium, on se dit il faudrait qu'on essaye de faire des choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Plus être des seconds utilisateurs et tout le reste. Là. Donc, il faudrait qu'on essaye de développer aussi des choses par nous-mêmes et aussi pour nous-mêmes. Et puis, il y a des écosystèmes. Tu as dit, est-ce que les gouvernants, il y a des politiques? Peut-être il n'y a pas de politique venant des gouvernants directs, mais il y a des pays qui sont en train de mettre sur pied leur politique du pays. On a l'Afrique du Sud, on a Tunisie, il y a l'Algérie, le Maroc récemment aussi, qui a lancé son plan quantique. Je crois l'Algérie aussi. Donc, il y a ces pays-là qui sont en train de... Ça, c'est au niveau gouvernemental. Maintenant, est-ce qu'au niveau académique, il y a QWorld, QWorld qui a des Q cousins. Donc, Q cousins, on a Q Cameroun, par exemple, chez nous au Cameroun, il y a Q Cameroun. Nous, là aussi, l'objectif, c'est de vulgariser les sciences quantiques dans tout le Cameroun. C'est-à-dire faire impliquer les uns les autres aux sciences quantiques, montrer l'importance que la quantique pourrait avoir. Et récemment, on avait aussi organisé un workshop sur l'agriculture, comment on peut utiliser les techniques de quantum machine learning sur l'agriculture. Et le workshop aussi, on avait aussi fait le workshop sur une quantum cryptographie, sur la cryptographie quantique, et voir comment est-ce que les techniques quantiques peuvent aider dans la cryptographie, la sécurisation des données, comme on parlait, quelqu'un posait la question là tout à l'heure. Donc voilà, en quelque sorte, et il y a beaucoup de ressources, on ne va pas le redire, on va pas s'empêcher de le redire. Il y a des ressources qui permettent qu'on puisse se lancer. Donc, si chacun se sent intéressé par le domaine, qu'il se lance. Richard Feynman a dit personne ne comprend le quantique. Donc, tu peux aussi te lancer là, tu fais ton niveau, tu n'as pas besoin de comprendre, fais seulement ce que tu fais et puis ça va donner quelque chose. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour clôturer. Merci beaucoup.